Et nous voilà donc de retour avec les scripts système. Donc, juste un petit rappel, on est en ce moment en train d'utiliser le site linuxcommand.org comme outil de référence. À l'intérieur, on a passé à travers la section l'apprentissage du shell. On est en train de passer à travers la section d'écriture de script shell ou de script système. On avait vu comment écrire des scripts, comment les mettre disponibles pour exécution. On avait vu le principe de substitution, on avait vu le principe de variable, puis on avait terminé avec les conditionnels, les if, et la lecture de clavier, la saisie d'informations avec le read. Aujourd'hui, on va aller regarder comment avoir des features avancées de conditionnels, comment travailler avec les paramètres qu'on peut donner à notre script et finalement avec les différentes boucles possibles qu'on peut utiliser avec les scripts. Donc, on s'est fait un dossier script dans lequel on avait un script quelconque. On avait parlé des permissions qui indiquaient qu'il fallait que les permissions X devaient être établies pour faire travailler le script. Puis, on pouvait invoquer le script si on était dans le même dossier avec le / une fois qu'on avait l'exécution. Puis, ça exécutait le script derrière. Donc, on va avoir ici des manière avancée d'utiliser les conditionnels. Donc, dans un cas spécifique, où c'est qu'on a vu avec les conditionnels le if, petit rappel pour le if, on a le principe qu'on envoie une commande, puis on va regarder le statut de retour, le exit status de cette commande-là. Les exit status en Unix, le principe, c'est que si c'est 0, c'est que ça a bien été. Si c'est un autre nombre que 0, c'est qu'il y a eu une erreur. Puis tu peux aller regarder après ça les différents programmes, c'est quoi leur numéro d'erreur. Le principe, c'est que souvent dans une conditionnelle, on veut faire un test quelconque. Donc, on a une fonction de test qui travaille avec les crochets carrés. Puis, à l'intérieur, tu peux faire le test que tu veux. Donc, soit une comparaison, ou sinon, il y avait plusieurs options pour des détections de fichiers, des détections de dossiers, tester des variables, donc des options de test plus rapides et conviviales pour les choses, le genre de choses que tu voudrais faire à l'intérieur d'un script système. Fait que, on a ici un if avec des else if, un else, puis on va avoir un cas particulier où c'est qu'on a un if avec des else if. Puis, qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on va faire comme test? Ça va être de regarder toujours une seule variable, puis d'essayer de faire une comparaison avec cette variable-là. Donc, quand on a ce schéma-là, j'ai un paquet de conditions différentes, toujours en train de regarder, toujours en train de pivoter sur la même variable avec plusieurs possibilités. On a une instruction alternative qui va nous permettre de simplifier puis d'augmenter la lisibilité de ce genre de présentation-là. Donc, on va pouvoir utiliser le case. Donc, le case me permet d'avoir une énumération des différentes options. Puis on va voir qu'il y a des options additionnelles qui ne sont pas aussi faciles avec les tests avec les if. Donc, on a ici la transformation de cette structure-là en case. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? On va avoir le mot-clé case. Il se termine avec le mot-clé case à l'envers, fait que exact. Après ça, on va mettre l'information sur laquelle on pivote. Donc, notre variable dans ce cas-ci. On va avoir le mot-clé in. Puis après ça, on va avoir les énumérations des différentes valeurs que je testais. Donc, ici, je testais 1, 2 et 3. Là. Donc, c'est pour ça ici que j'ai 1, 2 et 3. Après le pattern que je veux détecter, j'ai une
parenthèse fermante. Puis après ça, j'ai une ou plusieurs commandes jusqu'à temps que j'aille des doubles 2 points. Donc, c'est ça qui délimite les différents cas. On a donc le 1, le 2, le 3, qui est les mêmes informations qu'ici. Le else, qui travaille quand il n'y avait aucune des conditions qui étaient disponibles, se transforme en utilisant l'étoile pour dire s'il n'y en a aucun, on va faire celui-là à la place. Donc, on a le case qui peut remplacer les if dans ces cas particuliers-là. On a ensuite la possibilité d'avoir des variations sur le case. Donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on commence à faire des comparaisons, on a des comparaisons d'égalité de base, si je mets juste une valeur. Pardon, je suis par chez vous, mais ici, il fait très chaud. Donc, on a des variations possibles pour avoir un range de valeurs possibles. Donc, je peux, entre crochets, mettre des options, OK, avec le ou, de la même manière qu'on avait l'expansion aussi, là, où c'est que tu avais comme les crochets des listes. Donc, des crochets, des listes, OK, on peut avoir ce genre de variation-là à l'intérieur. OK? Donc, toutes les patterns qu'on a vus avec les wildcards peuvent être établis ici quand on travaille avec les cases différents. Donc, ça me permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité que d'avoir un paquet de if qui commence à tout tester. On a le case qui était une structure plus spécifique du if. On a ensuite la possibilité d'avoir des boucles. Donc, il existe 3 commandes pour les boucles, le while, le for, puis il y en a une troisième que peut-être on n'a pas vu, le until. Fait qu'on va commencer avec le while et le until, puis on va garder le for pour un petit peu tantôt. Fait que le principe du while, c'est le même principe que celui en programmation. Donc, on va répéter une série de commandes, une série d'instructions, tant que une condition établie est bonne. Bien, ici, ça garde le même genre de condition que le if. Donc, on va exécuter une commande. On va regarder est-ce que cette commande-là me donne un résultat normal, donc un code de sortie 0. Puis, si ce n'est pas le cas, on va sauter par-dessus. Puis, si c'est bon, on refait l'instruction, puis on reteste la condition. Donc, comment est-ce qu'on écrit ça? On a le while, on a notre test avec le point virgule. On a ensuite le do. OK, donc, important, il faut rajouter un do. Puis, on a un done qui va délimiter les instructions qu'on va vouloir établir à l'intérieur. Donc, ici, on a un exemple typique d'avoir une boucle avec un compteur, que le compteur incrémente, puis tant que je ne suis pas rendu à un certain nombre, ça va afficher le résultat du compteur. Donc, la boucle while, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on s'attend? Juste pas oublier que c'est un test, pas directement la condition. Ce n'est pas de la programmation. On est en script système. On a un cas particulier, par contre, qui demande de le faire, mais à l'inverse. Donc, on va avoir le until. Ça va être le même principe. Il va y avoir une condition. OK? Il va y avoir un bloc d'instructions qui est répété. La différence, c'est que pour répéter, pour continuer à faire les choses, il faut que le bloc d'instructions, la condition que j'ai soulignée en ce moment, il faut qu'elle soit false plutôt que vraie. Donc, des fois, c'est intéressant d'utiliser ça. C'est seulement pour la lisibilité, okay? Parce que le principe, c'est qu'on pourrait tout le temps faire la même chose avec le while, okay? Juste comme l'inverser. Mais là, ici, avec le until, on est capable de dire, tant que ça, c'est faux,
je continue à exécuter les différents éléments. Donc, un classique, c'est d'avoir un menu de sélection, OK? Puis d'être capable de dicter quelle commande je veux dans le menu de sélection. OK? Fait que on a ici un programme qui dit voici les options, tu peux peser sur 0. Puis, on a, durant la sélection, une fois que j'ai fait la sélection, je peux utiliser la sélection que j'ai lue pour aller exécuter la bonne instruction. Si je n'ai pas mis quelque chose d'intéressant, ça va recommencer, puis ça va me redemander de nouveau, qu'est-ce que je veux exécuter. All right. C'est pas mal ça, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Parfait. On va voir le principe de paramètres positionnels. Donc, souvent, quand je vais vouloir aller écrire mon script, je vais vouloir y donner des informations à même la ligne de commande. OK? Donc, allô, salut, bonjour. Puis, on doit être capable d'aller chercher ces informations-là pour les utiliser à l'intérieur de mon script. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Donc, ici, je vais construire un nouveau script. On va l'appeler position. Et à l'intérieur, on va démontrer comment les paramètres de position fonctionnent. Donc, je viens de créer un nouveau script. La première fois que je crée un script, il faut que je lui donne les droits d'exécution. Donc, on a vu la commande chmod. Je veux rajouter le droit d'exécution qui est le droit X à mon script. Puis, une fois que j'ai ça, je peux, si je fais un ls-l, je peux voir que la position a maintenant les droits d'exécution. Puis, je peux maintenant exécuter le script. Okay. Si j'exécute le script sans rien, on va voir ici, puis on a le code derrière, qu'on a des variables. Donc ici, on voit le echo, que ça l'affiche avec les guillemets simples, littéralement le texte, mais après ça, ça l'affiche $0. On avait vu que le dollar, ça me permettait d'aller chercher le contenu d'une variable. Fait que là, ça va me chercher le contenu de la variable qui est nommé 0. Puis ensuite, ça m'affiche le contenu de la variable qui est nommé 1, le contenu de la variable 2, le contenu de la variable 3. Bien, le principe, c'est quand j'envoie des informations en plus de mon script, je peux voir ici que la variable $1 va avoir le premier paramètre positionnel que j'ai envoyé, le deuxième dans le deuxième, le troisième dans le troisième, puis on va toujours avoir le paramètre 0 qui va être ce que j'ai utilisé pour invoquer la commande. Donc, on a ces paramètres positionnels-là. Donc, le paramètre 0 est toujours là. Puis après ça, on va avoir les paramètres 1, 2 et 3 qui vont être disponibles. On peut voir aussi que si j'en ai pas mis, là, ça marche pareil. Parce que si on a une variable qui n'existe pas et qu'on essaie de l'utiliser, la variable va juste être vide. On a aussi le cas où j'ai possiblement plus d'informations que les paramètres que j'utilise. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Ils sont juste dépassés. S'ils débordent, on ne les utilisera jamais. Donc, on a le principe de paramètre positionnel qui est disponible à l'intérieur de mes scripts. On peut tester, savoir est-ce que le paramètre positionnel est là ou pas. Donc, avec un test, on peut regarder est-ce que la chaîne de caractères, elle est vide. Donc, tu peux ici regarder est-ce que $1, c'est différent de vide pour dire que dans le paramètre 1, il y a quelque chose. Sinon, c'est considéré comme vide, c'est considéré comme s'il n'était pas là. On va avoir ensuite
la commande Shift qui va être intéressante. Donc, la commande Shift, modifier, oups. Et on va afficher le code. Fait que, on va regarder, OK, j'ai changé le code, j'ai recopié l'affichage des variables 0, 1, 2, 3, puis entre les deux, j'ai invoqué la commande Shift. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le premier coup, ça donne exactement ce que je m'attendais. Hein? Donc, dans le paramètre $1, j'ai le premier paramètre, c'est que j'ai écrit 1. Dans le paramètre $2, j'ai le texte 2. Puis dans le $3, j'ai le texte 3. Mais là, je fais Shift, puis je réaffiche les choses. Fait que $0, lui, il ne change pas. OK, il n'a jamais changé, c'est toujours le nom de la commande que j'ai invoquée. Mais là, si je regarde $1, c'est plus 1. C'est plus le texte 1, c'est rendu le texte 2. Puis je peux voir ici, même chose pour $2, c'est rendu le texte 3. Puis $3, il n'y a plus rien dedans. Fait que Shift, ce que ça fait, c'est que ça prend les différentes positions, okay, les paramètres positionnels, puis ça les décale d'un coup, okay, vers le début. Donc, le deuxième devient le premier, le troisième devient le deuxième, et ainsi de suite. Puis le premier, il s'en va où? Il fait juste disparaître. Là, la question, c'est, Hugo, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de faire ça? Ben, on avait parlé hein, que quand on travaille avec un outil, souvent on peut faire des différentes options pour l'outil. Ben, comment est-ce que je fais dans mon script? Là, j'ai cancellé là, pour que ça affiche plein de choses. Comment est-ce que je fais dans mon script pour être capable de travailler avec une possible grande quantité d'options, puis que les options soient dans un ordre okay, non ordonné. Hein, j'aurais pu marquer "-A-L", ça devrait aussi marcher. Fait qu'on peut en fait combiner les deux choses qu'on a vues aujourd'hui, qui sont le case et le shift avec les paramètres positionnels. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours traiter juste le premier paramètre. Donc, le principe, c'est que, est-ce que le premier paramètre qui est là? S'il est là, regarde dans la liste d'options pour être capable d'utiliser la bonne option. Puis, fais un shift. Hein, fait que le premier paramètre se tasse, le deuxième devient le premier paramètre. Puis, recommence à regarder le premier paramètre, hein, qui serait maintenant ce qui était le deuxième paramètre auparavant. Traite-le, fais un shift. Regarde est-ce qu'il y en a un, traite-le, fais un shift, regarde s'il y en a un, puis à ce point-là, quand il n'y en a plus, ben, ça casse la boucle while et ça l'arrête la gestion des différentes options. Donc, on est capable de traiter différentes options avec le while okay, pour gérer les différents éléments de mon programme. Et ça, c'est bon. C'est pas mal ça pour cette partie-là. On a aussi la possibilité d'avoir des boucles for. Donc, on a vu le principe de boucle while, le until okay, qui était l'inverse, mais on a aussi des boucles for de disponibles. Donc, la boucle for va utiliser une liste d'informations pour être capable d'avoir plusieurs itérations dans un itérateur. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir le mot-clé for, on va avoir une variable qui va être assignée de manière différente à chaque itération de la boucle. On va avoir le mot-clé in, on va avoir la liste des éléments
qui vont être assignés à la variable. Puis après ça, on a le même bloc de code qu'on avait avec la boucle while et until. On a le do, une suite de commandes, le done. Fait que si on regarde comment est-ce que ça va fonctionner, ici, la liste de mots, okay, ça peut être en fait n'importe quoi qui va être séparé par des espaces. Donc, je peux moi-même créer la liste de mots avec différentes variables, avec des valeurs arbitraires, ou qu'est-ce qui est souvent utilisé, ça va être les, substitutions de commandes. Okay? Donc, la substitution de commande me permet de prendre le signe de dollar, des parenthèses, puis de faire en sorte que le contenu de tout ça vienne prendre la place dans la commande. Fait que le contenu de mon, en ce moment, bash profile deviendrait une instruction qui serait dans le i en ce moment. On a aussi d'autres variables spéciales. Donc, on a vu les variables en numérotées. Oups, je vais... En fait. On va aussi regarder deux autres variables spéciales, qui est le signe de dollar A commercial puis le signe de dollar dièse. Donc, le signe de dollar A commercial me permet d'avoir littéralement une liste des différents paramètres que j'ai utilisés. Donc, dans ce cas-ci, on a le 1, 2, 3, hein, c'est les paramètres que j'ai envoyés. Le signe de dollar dièse, lui, met le nombre de paramètres qui a été utilisé. OK? Fait qu'il y a 3 paramètres utilisés. Si j'en mets allô, salut, hein, je peux voir qu'on en a 5 à ce point-là. Les paramètres sont automatiquement délimités par les espaces. Donc, quand je veux juste avoir une boucle qui va parcourir mes différents paramètres, je peux facilement utiliser le signe de $A comme source d'information, comme liste d'informations, puis lui va parcourir les différents éléments dans la commande, les différents paramètres dans la commande que j'ai exécutée. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Excellent. Il nous reste une dernière petite affaire à regarder aujourd'hui. Donc, on a un petit cours aujourd'hui. On est rendu à la fin. Il fait chaud. On va pouvoir ouvrir nos portes et nos fenêtres après avoir fait le devoir. On avait parlé du code de sortie des différents programmes. Donc, le principe, c'est qu'on avait vu qu'on peut regarder les codes de sortie. Là. On avait vu le true, puis après ça, si j'utilise encore une fois une variable spéciale qui est le $point d'interrogation, ça me dit c'est quoi le code de sortie. On avait vu que si j'ai une commande qui ne fonctionne pas, ben, si j'essaie de regarder le code de sortie, je peux voir que c'était 2. Okay? Je peux me voir en ce moment que mon environnement me disait que c'était 2 d'avance. Mais on peut voir que quand ça va bien, on sort 0. Quand ça ne va pas bien, on sort 2. Ben, comment est-ce que moi, je peux représenter ça dans mes scripts? Comment est-ce que je peux dire mon script, il n'a pas bien fonctionné, il y a eu une erreur? Par défaut, quand je roule un script, OK, et là, je vais faire le echo. Quand je roule un script et qu'il s'est rendu jusqu'à la fin, sans problème, ça envoie automatiquement le code 0 qui dit le code, ça a bien été. Si je ne veux pas faire ça, je peux utiliser la commande exit. La commande exit va forcer l'arrêt
du script courant et va aussi avoir comme paramètre le code d'erreur que tu veux renvoyer. Donc, si on se lance dans la modification du script, puis qu'on dit après avoir fait ça, fait un exit 99. Là, quand je roule le programme, je regarde son code de sortie, je peux voir que le code de sortie était 99. Donc, ça a fonctionné normalement, mais à la fin, j'ai dit « Hey, exit, puis donne-nous un code de sortie ». Ça a donné ce code de sortie-là. Puis, c'était complètement arbitraire, hein, le code de sortie que j'ai décidé. Il n'y a pas d'élément spécial. C'est juste, c'est moi qui décide c'est quoi les numéros d'erreur. C'est pas mal ça. Ouais, c'était la dernière chose que je voulais vous montrer. Fait qu'on est maintenant capable d'écrire des scripts qui vont exécuter d'autres commandes. On a vu comment utiliser les différentes commandes. On a vu comment chercher les manuels, comment faire des recherches pour trouver comment utiliser les dites commandes. Avec tout ça, il nous reste à travailler sur notre deuxième devoir. Donc, on va aller regarder c'est quoi le deuxième devoir. Donc, le deuxième devoir nous demande de faire un script bash. Donc, dans le dépôt du devoir, je vous donne un zip, puis le zip contient deux fichiers. Un premier fichier qui va être l'énoncé de travail, puis un deuxième fichier qui va être un fichier de données. OK? Donc, si on le regarde, il est ici. Si je fais laisse donc, si je regarde le fichier que je vous ai donné, c'est un fichier avec un paquet d'informations à l'intérieur sur le statut d'adulte qui a été recensé à un certain point. Fait que tu as à l'intérieur un paquet d'informations, là, OK? Puis, on a, bon, est-ce que c'est quoi son ethnicité, son sexe, son pays, OK, son salaire, c'est quoi son statut marital, c'est quoi son dernier diplôme, un numéro de code postal, son âge. Donc, on a des informations dans un CSV. Le principe, c'est qu'à l'intérieur de ce CSV-là, il y a des informations intéressantes que moi, j'aimerais aller chercher. Donc, le but de ce script-là, ça va être de trouver des informations, puis d'afficher ces informations-là en utilisant le principe d'un menu, OK, ou en fait un principe d'option possible. Donc, on va avoir différentes versions d'utilisation de notre script. Fait que si j'essaye de faire le script sans aucun paramètre, ça devrait m'afficher un message d'aide qui me dit c'est quoi les options possibles. De la même manière que quand j'exécute un programme sans trop savoir qu'est-ce qu'il y a, là, il m'affiche une série de commandes possibles pour être capable de travailler avec. Donc, avec aucun paramètre, ça l'affiche un message d'aide. Si on a un paramètre, OK, on considère que c'est un fichier à traiter. OK? Donc, ici, dans l'exemple, le premier paramètre, ce serait adult.data que je vous ai fourni. Puis, s'il y a une fois que je constate que c'est le fichier, je regarde, est-ce que le fichier il existe? Okay? Est-ce que j'ai tapé la bonne chose ou pas? Bien, si j'ai tapé la bonne chose, il va m'afficher un menu sur la prochaine question. On va aller voir ça tantôt.
Puis, si le fichier n'existe pas, c'est qu'il y a eu une erreur, ça m'affiche un message d'erreur et ça l'arrête immédiatement le programme. Une fois que j'ai regardé si j'ai un premier paramètre, je peux aussi avoir possiblement deux paramètres. Puis, les deuxièmes paramètres, ça représente l'option de recherche que je vais couvrir ici. Donc, ça peut être un ou deux. J'ai deux options. Donc, j'ai deux choses que je peux faire avec ce programme-là. Deux options de traitement. La première, ça va me donner le nombre d'enregistrements, OK, des personnes qui s'identifiaient comme mâles ou les personnes qui s'identifiaient comme femelles. Donc, on voyait ici, là, dans l'information, on a le sexe qui était défini. On avait ensuite une deuxième option qui va afficher le nom du pays des répondants. Donc, le même principe, c'est un recensement du nombre d'enregistrements de chaque pays. Donc, on affiche une liste des options possibles, puis le décompte de chacun. Fait que si je donne ici un exemple, si je l'utilise avec deux paramètres, donc le premier paramètre positionnel, ça va être le fichier attesté, puis le deuxième, ça va être l'option, OK? Ça m'affiche les informations de cette option-là. Pour aider à traiter le fichier, on va avoir besoin des fonctions, des commandes suivantes. Donc, il va falloir aller voir comment ces commandes-là travaillent, comment est-ce que je peux les utiliser pour être capable de découper mon fichier, être capable d'aller chercher les bonnes informations, puis avoir un décompte des différents éléments. Donc, c'est ça notre deuxième devoir. On va avoir jusqu'à la fin de l'étape, donc jusqu'à la journée de l'examen final pour remettre ce devoir-là. La remise se fait par Léa. Vous n'avez qu'à remettre le fichier, le script que vous avez créé sur ce devoir-là. J'ai une question de Bertin. Hugo, c'est encore quand la date de l'examen final? Oui. C'est quand la date, tu demandes? Oui. OK. C'est notre dernière période qui tombe le 30 mai. OK. Et j'ai une autre question. Par rapport à l'option 2, quand tu dis afficher une liste de pays, on va afficher toute la liste des pays qui existent dans le fichier? Exact. OK. Puis à côté, le nombre de personnes qui ont indiqué ce pays-là. Ah, d'accord. Donc, on affiche le pays et les noms des personnes. Exact. OK, cool. Merci. Excellent. J'ai une autre question de Daniel. Oui, bon, salut. Bonsoir. La première option, c'est-à-dire lorsqu'on met l'option 1, c'est là qu'on affiche le nombre d'hommes et de femmes. Oui. Mais toi, dans ton truc, dans ton exemple d'utilisation, tu as mis 2 à la fin, non? Ah oui, c'est totalement mon erreur. Ça devrait être 1 ici pour représenter le bon exemple. Désolé. Parfait. La deuxième chose, si on mettait le fichier et puis on met 2, donc on devrait voir dans le fichier comme, je vois les pays United States, 10, Cuba 20, Jamaïque 40, les choses comme ça. Exactement. OK, c'est parfait. Sinon, c'était un peu mélange. Maintenant, je comprends. Ça marche. Merci beaucoup. Excellent. Donc, j'espère que vous êtes prêtes. C'est maintenant la fin officielle de notre partie de cours. Donc, vous avez appris tout ce qu'il y avait à apprendre à l'intérieur de la programmation et des scripts systèmes, à un niveau d'introduction, bien sûr. Donc, ça serait tout pour la période d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais fermer l'enregistrement, je vais ensuite fermer le Zoom, puis je vais revenir par la suite pour n'importe quelle question que vous auriez par rapport aux devoirs, par rapport aux solutions, par rapport à la matière du cours. Puis, ça va être ça pour la période de ce soir. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on arrête l'enregistrement? Tout est beau, on s'applaudit, on est content.